Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Télé Gaucho un invité inconnu, hein, Monsieur Boujna, je crois que personne ne vous connaît. Bien sûr, après Jacques Attali, BHL, enfin toutes les stars que nous recevons, nous avons décidé de donner un petit peu la parole aux inconnus. Alors, vous êtes donc Monsieur... Oui, voilà. Monsieur Walter Boujna. D'accord. Alors, bon, je vous avoue, j'ai reçu votre livre hier soir, je l'ai lu en 10 minutes. J'ai été impressionné par le style fluide. Non, c'est de l'ironie, Monsieur Boujna. Donc, je vais vous laisser quand même vous présenter et nous dire ce que vous avez voulu dire dans ce livre. Parce qu'on a du mal à comprendre si c'est un roman, si c'est une histoire inventée, si c'est des fantasmes, enfin on ne sait pas trop. Alors je me suis un petit peu renseigné sur vous, Monsieur Boujna. On dit, dans les milieux autorisés, que vous êtes un demi-fou. Peut-être même un trois-quarts fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne manquez pas d'air, et d'aucuns se demandent, mais pour qui vous prenez-vous, Monsieur Boujna? Alors, présentez-vous sommairement, si vous voulez bien. Bonjour, et je tiens tout d'abord à vous remercier. Je suis ravi d'être ce matin sur France Inter. Je suis étonné que ce soit un média d'État, je dirais un média qui va à l'encontre, si j'ose dire, de toute la démarche JL, qui soit le premier média à m'inviter pour présenter mon livre. On peut appeler ça comme ça. Ça met en lumière aussi quelque chose dont je parle depuis des années, c'est-à-dire que vous, médias d'État, médias contrôlés, médias du système, je parle même des privés qui sont propriété de 8 ou 10 milliardaires, je crois, eh bien, l'idée, c'est de mettre bien sûr en avant toujours la dissidence la plus incohérente, la plus inutile, sans programme, incantatoire, etc. Bien sûr pour montrer aux gens que la dissidence citoyenne n'est pas crédible et que, évidemment, il vaut mieux laisser notre pays aux mains de politiciens, d'énarques de la caste. Eh bien, malgré le fait que ce soit un piège, je vais jouer avec vous, monsieur, je ne sais pas votre nom. Alors qui je suis? Je suis personne. C'est bien ça le problème. Le système a formaté les gens, a domestiqué les gens, a rendre quelqu'un, des gens qui sont souvent moins personnes ou plus personnes que moi, mais qui ont la chance d'être dans une caste, de passer à la télé, et d'avoir cette caution médiatique, cette caution de compétence. Parfois d'autres ont la caution de résistants. Or, souvent, ce sont des énarques, des fonctionnaires donc en disponibilité. Souvent, ce sont des journalistes payés par le système, par les fameux milliardaires, ou avec des avantages bien sûr fiscaux. Tous ces gens-là, au fond, et je suis le seul à le dire, même ceux que l'on prend pour des vrais résistants, n'ont aucune raison, aucune envie de changer le système qui les nourrit. Et vous y compris, évidemment. Alors, c'était quoi la démarche JL? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Eh bien, j'ai voulu essayer de réveiller mes concitoyens. En me disant, je ne suis personne, des personnes comme moi, il y en a plein la France, des compétences, il y en a plein la France, des gens qui n'ont plus confiance dans les médias, dont vous, dans les partis politiques, dans les politiciens, et même dans les influenceurs, les chroniqueurs, tous ceux qui squattent les plateaux de télé, dont vous avez donné les noms, non, dont vous allez donner les noms parce que, monsieur, je prévois même vos questions. Eh bien, n'ont plus confiance en ces gens-là, voient la France détruite, voient des idéologies complètement bancales, qui sont détruites par les faits, par le concret, et pourtant qu'on continue à nous servir, type mensonge d'État, l'immigration est une chance, il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance, l'Europe est la seule chance de survie pour le tout petit pays que nous sommes, nous la France, qui n'a même plus de fierté en elle, puisqu'on nous a même cassé ça. Donc, cher monsieur, mon initiative est évidemment souvent qualifiée de ridicule, parce qu'elle est impossible. Mais au moins, moi, j'ai tenté. Oui, bon, d'accord. Donc finalement, un Français lambda, un Français moyen. Non, mais vous êtes lucide et c'est bien. Alors, j'ai un petit peu parcouru votre programme. Enfin, les grandes lignes, si on peut appeler ça un programme. Évidemment, on ne comprend pas vraiment ce que vous entendez par contrat de confiance. Vous voulez donc un truc incroyable. Vous voulez donc redonner quelque part le pouvoir au peuple. Monsieur Boujna, soyez adulte. Le peuple n'est pas capable. Le peuple, c'est le peuple. Ce pays a besoin de sachants, d'intellectuels, de Bernard-Henri Lévy, d'Attali, de Cohn-Bendit, pourquoi pas, de gens qui ont lu des livres, de politiciens professionnels qui savent parler au peuple, qui sont
de grands enfants d'ailleurs. Sur ce point-là, je crois que nous sommes d'accord, Monsieur Bougelin. Moi, je trouve votre initiative à la fois folle, mais ambitieuse. Bien que vous l'avez compris, je ne partage pas du tout votre bord politique. Vous touchez du doigt l'axe principal de GL Citoyen. Je vous demande de ne pas censurer le passage qui va suivre. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la France et globalement des pays occidentaux, dans lesquels une caste, que vous connaissez bien, a placé ses outils, dont évidemment Macron. Défabrication totale, on fabrique la légende du type, grâce à vous, les médias, et ensuite, bien entendu, on modifie le résultat des élections, pas toujours comme aux États-Unis avec des bourrages d'urnes ou des éliminations concrètes de bulletins de l'adversaire ou des trafics de machines à voter. On n'en est pas encore là en France, parce qu'en France, les gens ont encore plus confiance qu'aux États-Unis, je crois, dans les médias, dans les sondages, etc. Donc on truque les élections avec des sondages qui sont des outils de propagande en amont. Je vais vous prendre un exemple très précis. Quand Zemmour tombe directement de 5 ou 6 points le jour de l'élection de Pécresse, on nous fait croire que c'est l'élection de Pécresse, et Pécresse qui monte, on nous fait croire que c'est Pécresse qui a pris des voix de Zemmour. Celui qui pense que des électeurs de Zemmour potentiels sont passés chez Pécresse est un naïf. Par ailleurs, pareil, pour l'Ukraine, on nous a pris la Libye, la chute de Zemmour, c'est parce qu'il est pro-russe. Zemmour est 10 fois moins pro-russe que le RN et 20 fois moins que Mélenchon, qui eux sont pro-russes depuis 30 ou 40 ans. Donc ça veut dire, et eux n'ont pas bougé, au contraire, ils ont monté. Donc c'est un exemple. Zemmour n'aurait pas gagné, de toute façon, il n'avait pas la bonne ligne. Mais enfin, juste pour montrer qu'en fait, évidemment que les élections sont truquées par la propagande, par vous, par les sondages truqués, par les fausses informations, qui finalement dirigent la masse de 60% d'indécis, qui ne sont pas les 20% de résistants, et qui ne sont pas les 20% de macronistes, les 60%, ceux qui font l'élection, je ne parle même plus des abstentionnistes, eh bien, ils se dirigent naturellement, cet humain, vers ce qu'ils entendent le plus. Bon, voilà, donc Macron est très gentil, et Marine Le Pen est très méchante. Bon. Donc, à partir du moment où on comprend cette escroquerie, je vais aller plus loin. Oublions tout ce que je viens de dire. Imaginons que les élections ne soient absolument pas truquées, qu'il n'y ait pas un monopole des médias, qu'il n'y ait pas tout ce qui est fait avec ces influenceurs à 90% sur la même ligne, qu'il n'y ait pas tout ça. Nous avons dans ce système un président qui arrive en premier tour avec 22, 23, 24%, qui au deuxième tour, les gens votent parce qu'ils ont peur de l'autre. Bon, là, la propagande a joué son rôle. L'autre, c'est toujours un méchant. Bon. Mais ensuite, c'est quoi le problème ? Le problème, il est institutionnel, il est constitutionnel, il est dans le système même de la Ve République qui est complètement dépassé et qui, virgule, quand elle tombe entre de sales mains, comme actuellement depuis 2017 en tout cas, ça devient une dictature déguisée. Donc nous avons ce président qui arrive à l'Assemblée nationale, qui a sa majorité, là il y a une petite exception, mais je ne vais pas en parler, mais c'est une manipulation encore une fois. Et ce monsieur, donc, a la majorité à l'Assemblée, et à partir de là, il peut faire absolument ce qu'il veut, soit en faisant semblant de débattre, soit, si on n'est pas content, en faisant un 49-3. Ok. Et là, on oublie complètement la campagne électorale, les promesses de campagne, le programme présenté pendant la dite campagne. Ce qui veut dire en clair, je ne vais pas m'étendre là-dessus, que dans cette Ve République, le mensonge est autorisé. Les fausses promesses sont autorisées. Les mensonges conscients, je dis bien, s'il y a des mensonges, des fois on ne fait pas exprès. Les mensonges conscients sont autorisés et acceptés par ce peuple de moutons. Oui, je vais pas loin. Donc de moutons, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, de grands enfants qui ne donnent, je reviens au point de départ, de légitimité que ce que le système lui sert à manger, tout en faisant semblant de ne plus avoir confiance dans le système. Donc, ce contrat de confiance, je ne vais pas faire une explication technique, il faudra voir juste le programme, est quelque chose de complètement inédit, qui mettrait à terre non seulement le monopole des partis politiques, qui interdirait le mensonge et qui créerait un contrat de confiance entre l'équipe, le candidat et son équipe, et le peuple français. Une mission, comme n'importe quel salarié, comme n'importe quel PDG, comme n'importe qui dans ce monde, en tout cas ce pays, qui a des comptes à rendre. C'est pas on signe le contrat et après on fait ce qu'on veut, comme actuellement. On signe un contrat, on a des engagements et si on les tient pas, on est viré et on n'est pas payé. Pas pendant toute sa vie avec des chauffeurs et des machins comme ça. Donc voilà ce que c'est le contrat de confiance. C'est d'une clarté, je dirais une simplicité biblique, je dirais. Mais ça n'est pas compris parce que 40 ans de propagande font croire aux gens que la Constitution est intangible, qu'on ne peut rien changer et que s'il y a une solution, ça viendra des partis politiques qui sont pourtant consanguins.
Donc voilà ce que c'était EJL, et je parle au passé parce qu'évidemment, vous l'avez dit, cette initiative était folle, impossible. Elle n'aurait pu marcher que si les sondages étaient vrais, hein, les gens qui rejettent les politiciens et les médias. Elle aurait pu marcher si le peuple était courageux et n'avait pas peur de se mettre dans une bannière, si j'ose dire, complètement minoritaire et complètement boycottée et sur laquelle tout le monde crache, parce qu'évidemment ça dérange tout le système, je peux l'expliquer, mais je l'ai expliqué 100 fois. Mes fans, les 3 ou 4, connaissent mon discours, hein, c'est toujours le même depuis 4 ans. Mais ça n'a pas l'air de rentrer, donc voilà, je me suis dit, eh bien, j'ai bossé pendant 5 ans, 7 sur 7, seul contre tous, on m'a craché dessus, on m'a insulté, on m'a menacé, même les gens pour qui je voulais parler, c'est un truc de fou. Eh bien, je me suis dit, je vais écrire un livre qui se lit, comme vous le dites, en 10 minutes. Et vous avez raison, j'en vendrai, à mon avis, 22, parce que mes 2 voisins vont l'acheter. Alors, je vois ici en page 102, quand vous parlez du syndrome du melon. Expression tout à fait originale, et qu'on comprend fort aisément. Vous permettez, tout en étant un inconnu, d'égratigner des gens qui sont connus, qui passent à la télé, des personnalités publiques. Vous parlez d'Éric Zemmour, de Patrick Jardin. Bon, Patrick Jardin, on ne peut pas vraiment dire que c'est une personnalité publique, mais enfin, de pas mal de médiatiques, dont je ne citerai pas les noms, vu que ce sont mes collègues. Comment voulez-vous avoir de la visibilité, des médias? Moi, je suis gentil, je vous invite parce que, bon, par humanité. Alors que vous passez votre temps, excusez-moi, à cracher sur ces mêmes médias. Monsieur Boujna, soyez cohérent. Oui, le syndrome du melon. Bah oui, écoutez, c'est très simple, il suffit de voir le changement de personnalité et de hauteur, entre guillemets, que prennent certaines personnes qui sont à la base souvent des faibles et qui changent complètement quand ils ont 1 ou 2 passages TV. Et c'est normal d'ailleurs, c'est logique, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, les gens étant complètement formatés et domestiqués, ces mêmes gens, avant de devenir eux-mêmes des médiatiques, idolâtraient sans doute les médiatiques. Donc j'ai 300, 400, je ne sais pas combien d'expériences sur les réseaux, et même par mail, et même par téléphone, enfin tout ce que vous voulez, des gens demi-médiatiques qui méprisent tout ce qui ne vient pas de votre caste. Vous avez parlé de collègues tout à l'heure, c'est exactement ça. En fait, c'est un petit peu comme la caste des politiciens. Devant les caméras, ils se disputent, mais bon, par derrière, ils défendent un petit peu leurs intérêts communs. Hein, ils s'accordent des augmentations. Enfin, ils font tout ce qu'il faut pour finalement rester dans cette caste de dominants. Bon. Eh bien, les journalistes, les influenceurs, les chroniqueurs, c'est un peu pareil. C'est une grande famille d'hypocrites qui écoutent les conseils des uns et des autres. Hein. Donc moi, vous savez que je suis persona non grata, vous ne me connaissez pas encore, vous allez finir par me connaître à la fin. Et donc je suis persona non grata parmi tous ces petits influenceurs qui gagnent leur vie sur la résistance, qui vendent des bouquins. Ceci dit, moi aussi je vends un bouquin. Mais enfin, c'est vraiment ponctuel et définitif. Voilà, donc en fait, bien sûr, moi je n'ai pas à prendre plus d'égard pour quelqu'un qui passe à la télé, qui est un médiatique, que pour mon voisin de palier. Et ça a l'air d'être original, alors que c'est parfaitement logique. Les gens donnent une confiance, une légitimité, une crédibilité, un respect, oh là là, il faut pas toucher les idoles. Eh bien, moi je ne suis pas un idolâtre, ni de façon religieuse, si j'ose dire, ni de façon politique. Donc oui, j'égratigne tout le monde depuis le début parce que ce système est consanguin, je l'ai démontré, parce que cette dissidence est pour 50% fausse et pour 50% inutile, incohérente et n'a aucune chance, parce que ces partis politiques gèrent des boutiques, leurs égos, et notamment le camp que vous détestez, le camp des, on va dire, patriotes de droite, un peu souverainistes, ils ne s'allieront jamais, comme je l'ai annoncé depuis 2017, ils gèrent des boutiques, ils gèrent leur ego, ils ne sont pas là pour la France. Et preuve en est que s'ils étaient là pour la France, je les ai tous contactés, un par un, au-delà de ma personne, qui est un peu dérangeante, je le sais, ils auraient au moins regardé les idées, le plan que proposait EJL, et ils auraient au moins répondu, voilà, quelque chose, quoi. En fait, le mépris. Le mépris, et cette espèce de condescendance est la force des faibles et des impuissants, qui sont soutenus par les esclaves, ceux qu'ils méprisent, et martyrise. C'est cette incohérence que j'ai voulu soulever, mais je dois dire, ça s'est retourné contre moi de façon atomique. Donc reprenons, donc au-delà de quelques constats politiques, vous êtes quand même un petit peu complotiste, monsieur Boujna, sachez-le quand même. Les dossiers Covid, les dossiers Ukraine, les dossiers mondialisme, le plan mondial. Alors je suis très étonné, monsieur Boujna, que vous parliez d'un plan mondial
et que par ailleurs je vois un grand passage sur la lutte, je dirais, contre l'antisémitisme et le complot juif mondial. C'est un petit peu paradoxal, vous avez un profil particulier, vous êtes un demi-complotiste, dirons-nous. C'est quoi un complotiste? C'est quoi? Alors évidemment, il y a des vrais complotistes qui nous sortent des versions hallucinantes, notamment, vous en parlez, le fameux complot juif mondial, les Illuminati, les Khazars qui dominent le monde, les sionistes satanistes qui mangent des enfants, le Mossad qui organise l'islam, le Mossad qui organise donc Islam Ballet d'Israël plutôt. Donc voilà, ça s'appelle du vrai complotisme parce que ça n'est basé sur rien d'autre que de l'antisémitisme paranoïaque complexé. Complexé, je parle de complexe parce que c'est un sacré complexe d'infériorité pour ces gens en tout cas de penser que les juifs sont assez puissants ou sataniques ou je ne sais pas quoi pour dominer le monde, je dis bien le monde, à 0,2% de la population. Bien sûr avec les deux mots magiques, Rothschild et Rockefeller. Donc je ne suis pas ce genre de complotiste. Je ne suis pas un complotiste, je suis un lanceur d'alerte. Et quand j'alerte, moi, je démontre. La Covid est une escroquerie sans nom. La Covid est un mélange d'escroquerie dans le sens financier, un braquage total des caisses publiques, puisque je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, que je peux prouver évidemment, c'est comme si dans une entreprise, imaginons la France ou l'Allemagne, n'importe quel pays occidental, le directeur des achats, le directeur juridique, enfin tous les directeurs et bien sûr le PDG, non le président, oui le PDG, étaient tous des vendus et donc obligeaient cette entreprise à acheter un produit inutile, dangereux, non testé et dans des quantités pharaoniques. Rien que ça, on comprend ce que c'est que le braquage des caisses publiques, qui vide les caisses publiques pour les faire partir dans des caisses privées, et ensuite, ça ruisselle, il n'y a qu'à voir Von der Leyen. Ensuite, vous me parlez quoi? De l'Ukraine? L'Ukraine est une machination sans nom, on a poussé Poutine à la faute, et surtout, on oublie le fameux juger, c'est comparé. Je ne prendrai qu'un exemple, la baie des cochons. Les États-Unis ont eu beaucoup moins de patience que Poutine et la Russie par rapport aux agressions implicites de l'OTAN, de l'Union européenne et de tutti quanti. Voilà. Donc si on oublie l'histoire de l'Ukraine depuis 2014, si on fait semblant de ne pas voir qu'en partie l'Ukraine est dirigée par des corrompus et des nazis affirmés, et on fait semblant de défendre la liberté, la démocratie et pourquoi pas l'antisémitisme, enfin dans l'autre sens, c'est que franchement, on nous prend pour des abrutis. Zelensky est un Macron ukrainien. Zelensky est un faux juif. Zelensky est un outil de Davos, de Bilderberg, de Klaus Schwab, etc. Au même titre que Trudeau, au même titre que bien sûr Biden qui est un sénile placé, qui est, je ne sais même pas s'il se rappelle de son propre nom, et qui est aux ordres de toute cette caste. Je vous rappelle, pour finir, en parlant des médias, puisque vous faites partie de ce système, volontairement ou pas, je ne le sais pas, qu'aux États-Unis, si les Américains, même les électeurs démocrates, avaient su que l'affaire de Hunter Biden était vraie et n'était pas un fake, comme tous les médias l'ont dit, parce que la propagande est la même aux États-Unis qu'en France, eh bien 25% d'entre eux n'auraient pas voté Biden. C'est un sondage précis qui le dit. Et donc Biden ne serait pas président aujourd'hui et le vol de l'élection de Trump n'aurait pas pu avoir lieu. Je ne parle même pas des trucages autres et différents de toutes sortes. Donc aujourd'hui, évidemment qu'une caste de mondialistes, de globalo-fascistes a pris le pouvoir sur cette planète, en tout cas dans le monde occidental, a en main les médias, l'information, la propagande et la censure, et une partie du casting politique. Donc oui monsieur, je suis ce complotiste-là, je l'affirme, et tout ce que je dis, je le répète, je peux le prouver. J'ai des articles qui sont absolument documentés et qui datent au bout de 3 mois de la Covid. Walter Boujna, seul dans son salon, avait déjà décodé. Avec le fameux exemple, et si c'était un tournevis? Je vous laisse vous renseigner. Et pour ce qui est de mon passage assez long sur l'antisémitisme, enfin on va dire j'ai essayé de détruire l'édifice branlant sur lequel est basée toutes les théories antisémites. J'ai pris 11 points très précis que j'ai démontés un par un. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne suis pas un combattant d'Israël, je ne suis pas un combattant de la LICRA ou du CRIF ou contre l'antisémitisme, je m'en fous complètement. C'est pas mon problème. Le seul problème, c'est que je m'appelle Boujna. Le seul problème, c'est que quand je suis arrivé, tout se passait bien jusqu'au jour où quelqu'un a balancé mon nom et que j'ai été moi-même la cible de tout cet antisémitisme délirant. Donc j'ai dû m'en occuper. Et je vous le dis, je les ai tous défoncés. Je le dis face cam, mais je l'aurais dit à tous depuis longtemps. Ces influenceurs en mousse qui ont des fans, qui ont des trolls, qui ont des insulteurs compulsifs et des menaceurs à 2 balles. Et ça montre l'état, justement, de la dissidence. Ça montre l'état de lobotomisation complet de cette France qui est complètement
divisé, alors divisé par le pouvoir, c'est un jeu très facile, qui est divisé, les gens sont paumés, ils n'ont à la fois plus confiance en rien, mais en dernière action, si j'ose dire, ils votent pour les plus nombreux, le système, la propagande, etc. Donc oui, c'était un combat égoïste, je dirais égoïste, parce que cette histoire d'antisémitisme a gêné non pas Walter Boujna, moi je m'en fous, je les défonce tous, ça a complètement détruit EJL Citoyen. Une chance, une des hypothèses pour construire la libération. Donc oui, c'est vrai que ça pollue, ce dossier de l'antisémitisme est pour moi un cancer. Monsieur Boujna, j'ai été ravi néanmoins de vous recevoir, je n'ai pas plus de temps à vous consacrer, et je vous souhaite bon courage, et je pense que ce livre que je remonte quand même à la caméra, je pense que vous en vendrez au moins 20, ce qui est déjà pas mal pour un premier livre. Merci beaucoup, monsieur Boujna, et à bientôt, peut-être, sait-on jamais, un cataclysme. Merci.